Entre emprise et accompagnement, jusqu'où peut-on aller pour aider l'autre? Bonjour à tous et bienvenue dans votre Minute Juridique. Je m'appelle Émilie Vergne et je suis avocate au barreau de Paris. Je suis compétente en droit des affaires, en droit pénal et en droit civil. Et aujourd'hui, nous allons parler des relations de confiance, de ces accompagnements qui touchent à l'humain dans ce qu'il a le plus intime. Ses rêves, ses quêtes de sens, ses traumas, ses blessures, ses doutes, mais également son désir de transformation. Besoin de sécurité, besoin de grandeur, besoin de contribution, besoin de se comprendre, de sortir de sa zone de confort et de sortir de ses schémas. Autant de leviers psychologiques et émotionnels qui peuvent apporter la paix ou l'instabilité. Eh bien oui, parce que même un praticien qui animait des meilleures intentions, il peut ne pas mesurer son impact psychologique et émotionnel. Il peut ne pas connaître les limites légales, s'autoriser des raccourcis émotionnels ou passer sans s'en rendre compte de l'accompagnement à l'influence, de l'éveil à l'emprise. Et ça commence dès le départ avec les outils de marketing. Tutoyer les clients, les patients, utiliser des deadlines, utiliser le témoignage d'un client sans son consentement, sans son aval, rappeler à une personne ce qu'elle risque de perdre au moment de la signature du contrat. Ce sont des outils marketing puissants, certes. Ils deviennent tout de suite sensibles lorsqu'on touche au domaine de l'accompagnement et de la thérapie. Mais également des soins énergétiques, des guidances spirituelles et du développement personnel et du coaching. Et là, c'est le début du glissement. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire une distinction, une différence entre une invitation bienveillante et une pression subtile, une lecture spirituelle ou une prise de pouvoir psychologique, un encadrement éthique ou un conditionnement émotionnel. Et dans tout ça, eh bien, le droit a son mot à dire. L'éthique aussi, et surtout notre vigilance intérieure qui ne nous dispense absolument pas de notre responsabilité personnelle. Alors dans cette vidéo, on va explorer toutes ces zones de flou, là où l'aide se transforme en enfermement et où la thérapie, plutôt la relation thérapeutique, spirituelle ou le coaching, peuvent devenir un terrain glissant s'ils ne sont pas encadrés. On ne va pas faire de procès, on ne va pas diaboliser. La volonté est claire, protéger, éveiller et responsabiliser. Parce que ce qu'on soigne élève et ce qu'on élève ne manipule jamais. Et pour commencer, on va regarder ce que dit la loi sur les coachs, les psys et les praticiens. Déjà, le mot coach, il n'est pas du tout protégé légalement. Du coup, chacun peut se revendiquer coach, indépendamment des formations ou pas qu'il a pu suivre. En revanche, vous avez des titres qui sont strictement encadrés. C'est le cas de celui de psychologue. Il est protégé par la loi du 25 juillet 1985. Pour ça, il faut avoir fait un Master 2 et être inscrit à ADELI. Le terme de psychothérapeute est également encadré, et ce par le décret du 20 mai 1900. Qu'est-ce que je raconte 2010. Les termes de psy, docteur et thérapeute ne peuvent pas être utilisés sans qualification. Sinon, on parle d'usurpation de titre. Ça, c'est l'article 433-17 du Code pénal. Et si quelqu'un les utilise malgré tout, ils peuvent être punis. Enfin, cette personne peut être punie jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Du coup, le respect des titres, vous l'aurez compris, c'est une condition de base pour établir une relation saine. Alors maintenant, il est tout à fait possible de cumuler les titres de psychologue ou psychothérapeute et de coach en même temps, à condition de séparer clairement les pratiques, informer sans ambiguïté sur les rôles, respecter le code de déontologie, du métier protégé bien entendu, et ne pas brouiller les frontières. Du style reprogrammer l'inconscient pour 2500 € en utilisant l'autorité psychologique, sans cadre clair, eh bien ça peut engager la responsabilité du praticien. Alors maintenant, sachez que le droit de la consommation est également particulièrement protecteur. Il veille du coup à un certain équilibre. Il protège les consommateurs et les clients contre les pratiques commerciales trompeuses, les pratiques agressives, le manque d'informations loyales claires, et ça c'est prévu par les articles L121-2 et 6 du Code de la consommation et L111-1 du même code. Et c'est important à respecter parce que la jurisprudence, elle va faire appliquer ces lois. Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2018. Coaching bien-être annulé pour déséquilibre manifeste, pression émotionnelle et absence de résultats vérifiables. Résultat, remboursement intégral du client. Ainsi, une communication confuse ou culpabilisante peut suffire à invalider un contrat. Alors dans ce type de sujet, on a également des mots qui enferment ou des mots qui libèrent. Du type sortie de zone de confort, qui peut également être utilisé comme une forme de manipulation. Alors oui, le développement personnel peut être confrontant, ça c'est sûr, et une sortie de zone de confort n'est jamais très agréable. Et pour autant, elle est nécessaire pour évoluer. Maintenant, elle doit respecter un cadre éthique, sécure, légal et ajusté.
Pour vous donner des exemples un peu plus clairs, exemple 5. Je t'entends. Je pense que cette conversation sur la situation que tu vis et l'intensité des émotions, eh bien tout ça, ça peut venir d'une ancienne blessure. Est-ce que tu veux qu'on explore ça ensemble ? Dans ce cadre, on a une invitation, on n'a pas d'obligation, on a le respect du rythme de l'autre personne, il n'y a pas d'injonction. Et dans la version un peu plus toxique, on a plutôt du « bon, si tu cherches à résister, on va pas pouvoir y aller ». Si tu refuses de voir ça, c'est ton ego. C'est toi qui refuses de réécrire ton histoire. Donc tu t'accroches à ton identité souffrante. Là, le doute de la personne, il devient pathologique. Son désaccord, il est disqualifié, illégitime, et son choix, il est nié. Et en plus, il y a des pressions psychologiques supplémentaires. Et pour faire la distinction, eh bien, il faut regarder le choix intérieur. C'est ça le critère central. Un bon accompagnement, il cherche à explorer. C'est une invitation, il ne force pas. Et si je vous parle de ça, c'est parce que dans certains accompagnements, eh bien, il y a des dérives subtiles. C'est la tendance à réinterpréter la réalité à la place du patient. C'est subtil, mais c'est puissant. Et là, la spiritualité, eh bien, elle se transforme en prise de pouvoir psychologique. Du type, ce n'est pas ce que tu crois, tu interprètes. Laisse-moi t'expliquer ce que tu vis vraiment. La personne n'a plus le droit de nommer son vécu. On lui prend, sous couvert de mieux savoir pour elle, avoir une lecture supérieure, vibratoire. On lui dit que son ressenti, c'est une illusion et que ça vient de l'ego. Et que refuser cette nouvelle lecture qu'on lui impose, eh bien tout simplement, c'est que ça vient de sa blessure et qu'on est du coup en résistance. Et parfois, ça va même bien plus loin. Du type, il faut que tu détruises ton ego. Tu dois cesser de te raconter cette histoire. Ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est ce que tu crois. Tout est une conversation. De sorte que tout est interprétation. Rien n'existe vraiment. Ta personnalité n'existe pas. C'est un conditionnement sur lequel tu peux avoir un rôle et que tu peux changer. Laisse-moi te montrer le chemin. Tu crois ne pas aimer ceci ou cela, mais l'as-tu déjà expérimenté ? Ou est-ce une vision de ton ego, de ton esprit ? Des outils qui sont puissants mais qui sont tout simplement détournés. Et c'est là toute la difficulté. Parce que le discours, il peut nier l'expérience du patient, effacer son droit au récit, à vivre des émotions, renverser la charge de la culpabilité. Et du coup, la personne, c'est quoi le résultat ? Eh bien, elle doute d'elle-même, de son intuition. Et elle cède son interprétation intérieure à une autorité qui est extérieure à elle-même. C'est une forme de dépossession du sens personnel, en fait. Ce que la personne a vécu n'est plus à elle. Et là, c'est plus un accompagnement, c'est un formatage. Ça devient le plus délicat, c'est quand le groupe est utilisé comme levier. Et oui, parce que dans certains groupes de développement personnel, de coaching ou d'éveil spirituel, on retrouve des langages standardisés. Alors soyons bien clairs, on a tous des groupes, des réseaux, avec un vocabulaire qui nous est bien propre. C'est pas ça la difficulté. C'est pas le spirituel non plus ou le développement personnel la difficulté. C'est quand ces mots sont détournés pour pouvoir annihiler la personnalité d'une personne. De sorte qu'à ce moment-là, on n'est plus sur un accompagnement, mais bien une emprise. Je tenais encore à le préciser. Pour ce type de cas, on peut avoir des vocabulaires du type « tu vibres la peur », c'est une projection. Ton masculin ou ton féminin sont en fuite. Tu attires ce que tu es. C'est une initiation karmique. C'est une conversation. Ton ego résiste. Lâche. Ces phrases, elles peuvent devenir des mantras collectifs. Elles peuvent être vues comme des vérités par certaines personnes, et là, c'est ok. La difficulté, elle apparaît au moment où on essaye de poser une limite, de dire non parce qu'on n'est pas d'accord. Et que là, on se voit opposer tout le discours du groupe. Tu es en train de fuir ta mission d'âme. Tu fuis tes engagements. Tu nous lâches. Tu ne travailles pas assez sur toi. Tu es en fuite. Ce phénomène, il est bien connu en psychologie sociale. Plus une phrase est répétée dans un groupe comme si c'était une vérité absolue, notamment un groupe dans lequel on cherche une vérité, plus cette phrase devient la norme. Et du coup, moins on ose la remettre en cause. Résultat, on finit par douter de son propre discernement. C'est un outil puissant auquel il faut faire attention. Parce que quand il nous porte, c'est vraiment grisant, c'est vraiment puissant. Ça nous permet d'aller très loin vers le haut. Mais quand on n'est pas d'accord, ça peut devenir très destructeur. Du coup, il faut tout de suite faire attention au cadre éthique versus le conditionnement psychologique. On t'invite à la conscience ou on t'impose une vérité unique ? On respecte ton rythme ou on implore l'urgence ? On propose une exploration ou on te prescrit une réponse ? On encourage ton libre arbitre ou on délégitime toute remise en question ? Enfin, on accepte tes limites ou on les assimile à des blocages. Parce qu'un cadre sain, ça te rend plus libre. Ça te relie à ton pouvoir intérieur. En revanche, un conditionnement, ça t'enferme. Et souvent dans des règles extérieures. Ça te pousse à chercher la validation du groupe ou du guide.
Ceci étant précisé, on va s'intéresser à la notion de zone d'ombre versus zone de contrôle. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression d'ombre, ça vient de Jung, et c'est un outil de conscience puissant à la base. C'est toutes les parties de toi bien moins reluisantes que tu cherches à mettre sous le tapis. Mais dans certains cercles, eh bien cet outil peut être utilisé pour même récupérer, pour pouvoir justifier une humiliation, la souffrance ou même des violences psychologiques. Exemple, si tu souffres, c'est ton ombre qui remonte. Si tu as mal, c'est parce que tu es au bon endroit. Reste avec ça, c'est ton ombre. Elle te parle. Alors, ça peut être vrai, parce qu'il s'agit toujours d'une sortie de zone de confort et ce n'est pas agréable. Et cela peut également être une justification pour ne pas poser de limites. Une invitation inconsciente à demander de tout accepter. Et tout ça sous prétexte que ça fait partie du travail. Un cadre éthique accueille l'ombre, du coup avec respect. Elle ne l'utilise pas pour déstabiliser ou enfermer. Elle ne la détourne pas. Alors maintenant, j'aimerais qu'on aborde le sujet du transfert. Alors le transfert, c'est lorsque le patient projette sur son thérapeute des émotions, des attentes, mais également des représentations qui viennent de son passé. Du coup, vous avez le thérapeute qui devient comme une sorte d'écran. Et sur cet écran, il y a tout qui se rejoue. Les émotions de colère, les émotions d'amour, d'attachement. Toutes ces émotions qui appartenaient en fait à d'autres relations et notamment celles venues des parents. Par exemple, une patiente qui est super énervée contre son psy, qui est en train de rejouer en fait une colère qu'elle a envers ses parents. Il n'y a aucune raison objective pour laquelle elle serait énervée contre son psy, mais comme celui-ci représente à ce moment-là un des parents avec lequel elle est en conflit, eh bien, elle va pas comprendre pourquoi, mais elle va réagir de manière complètement disproportionnée. Et ça, c'est inévitable dans une relation qui est approfondie. Ça permet de rejouer des schémas inconscients, de revivre des émotions anciennes. Et oui, ça peut être déstabilisant, mais pour autant, eh bien, ça existe et ça fait partie, on va dire, du jeu. Là où ça devient délicat, c'est quand ce transfert est alimenté, est utilisé, et plutôt abusé. Parce que quand on accompagne quelqu'un, déjà, c'est important d'identifier ce transfert. Ça, c'est la première chose, la première règle éthique, quelque part. Mais en plus, c'est de ne pas alimenter ce transfert, ne pas l'utiliser, et surtout au détriment de la personne, parce que là, on rentre dans un déséquilibre, tout simplement. Parce que le plasticien, qu'on soit bien d'accord, il n'est pas indispensable. C'est juste un écran, c'est un outil. Et il est au service du processus, pas du contrôle. Petits exemples d'abus, bien sortir du cadre. Plus exactement, jouer le flou entre l'amitié et la thérapie. Se placer en sauveur, comme si finalement c'était grâce à nous quand finalement cette personne arrivait à s'en sortir, alors que finalement nous sommes juste un outil. Continuer, maintenir la relation alors qu'elle n'est plus nécessaire et que la personne a réussi à sortir de ses schémas et est prête à être autonome. Multiplier les offres et en plus en proposant des échelonnements. Alors qu'on soit bien clair, on a le droit de faire des échelonnements, mais l'échelonnement est encadré, il n'y a pas plus de 3 fois déjà. Et il y a plein d'autres règles qui rentrent en compte, sinon c'est un crédit déguisé. Et de multiplier des offres qui sont inutiles alors que la personne a déjà réussi à se sortir elle-même de la situation, en proposant des offres qui sont alléchantes et des objectifs qu'on garantit, qu'on sait qu'en plus la personne a des difficultés de paiement et c'est bien pour ça qu'on lui propose un échelonnement, là quand même on commence à rentrer dans l'ordre de l'abus. Et on a déjà vu aussi toutes les idées de publicité agressive, trompeuse, etc. tout à l'heure. Alors tout à l'heure, on a vu que du côté du droit civil, eh bien, on pouvait annuler ces types de contrats. Je vous ai même donné des exemples de jurisprudence. Les fondements sont notamment autour du vice du consentement, du dol, mais également des publicités agressives et trompeuses. Mais parfois, les faits peuvent également relever du pénal. Notamment si la personne est en situation de fragilité et qu'il y a du coup un abus de faiblesse. Ça peut être le cas d'un deuil, d'une maladie, d'un isolement, d'une rupture. Lorsque les montants sont complètement irréalistes, ainsi que les promesses d'ailleurs. Et si le discours joue sur la culpabilité, la souffrance, ou même le chantage spirituel, on a vu des exemples tout à l'heure. Dans ce cas-là, on peut vous axer la défense sous le cadre sur le plan de l'abus de faiblesse, mais également sous le plan de l'escroquerie. Alors dans l'escroquerie, il y a l'idée de tromperie et également d'utilisation d'un moyen frauduleux pour pouvoir tromper cette personne. Et ça aboutit à la remise d'une somme d'argent ou d'un bien, ou même au fait de fournir un service. Pour l'abus de faiblesse, on est dans un cadre de vulnérabilité qui est exploité
et qui conduit à un acte qui lui devient préjudiciable. Sachez que ces situations sont suivies par la Miviludes. En gros, c'est un organisme qui suit les dérives sectaires. Et il est très focus, très axé sur tout ce qui est bien-être, développement personnel, spiritualité, etc. Si vous vous retrouvez dans ce cas, vous avez également la possibilité du coup de porter plainte. Soit vous allez devant à la gendarmerie, soit vous allez à un commissariat. On va vous dire d'aller à celui qui est territorialement compétent, même si en vrai n'importe lequel peut être saisi, parce qu'après ils vont se renvoyer la balle avec les dossiers au bon endroit. Sachez juste que ça prend du coup beaucoup plus de temps. Vous pouvez le faire également par courrier que vous adressez au procureur de la République, ou vous pouvez contacter un avocat. Et vous pouvez également saisir la Miviludes, donc ce fameux organisme contre les dérives sectaires. Autre possibilité, vous faire accompagner par une association spécialisée. Par exemple, une aide-fille, France Victime, et vous en trouverez plein sur Internet. Je vais quand même en remettre une couche parce que c'est quand même important de le préciser. Ce contrat peut être annulé, et ce, même s'il a été signé et exécuté. Ce qui conduit à un remboursement, soit partiel, soit total. Bien sûr, ça implique une influence psychologique, des pressions affectives, des omissions volontaires d'informations, un déséquilibre manifeste. Et rappel des fondements, ça peut être le dol, l'abus de faiblesse, mais également la publicité trompeuse ou agressive. Du coup, on peut se poser la question, quid des pratiques spirituelles, parce qu'on n'a pas tous les mêmes croyances, et il y en a qui n'y croient absolument pas et qui estiment que c'est du vent. Eh bien, la spiritualité, c'est libre. Mais dès qu'il y a un paiement, un engagement contractuel, une promesse de résultat, et surtout, une utilisation d'une position d'autorité, eh bien là, vous avez le droit qui s'applique. Et là, dans ce cas-là, eh bien, ce qui va être jugé, c'est pas la spiritualité en elle-même, c'est pas la croyance en elle-même, c'est ce qu'on en fait pour alimenter cette relation commerciale. Autre point de vigilance concernant le RGPD, c'est-à-dire la collecte de vos informations personnelles, eh bien elle doit être nécessaire, licite, proportionnée et surtout explicitement consentie. C'est-à-dire que si un thérapeute décide d'archiver, de conserver des lettres thérapeutiques, toute information concernant la thérapie, l'enregistrement de séances, des témoignages, eh bien ça nécessite tout simplement le consentement écrit de la personne. Alors je vous laisse imaginer en ce qui concerne la diffusion des informations et même si le visage n'apparaît pas parce qu'une voix est également reconnaissable, ainsi qu'une situation personnelle. Alors si j'ai un mot à dire aux praticiens, c'est responsabilité et discernement. Surtout si vous accompagnez des personnes en quête de transformation. C'est une mission magnifique et qui peut être effectivement très efficace. Et vous avez un rôle majeur. Et du coup, votre grand pouvoir implique une grande responsabilité et un cadre éthique. Vous pouvez effectivement confronter, bousculer, interroger les incohérences, ça fait partie de votre rôle et c'est pour ça que vous avez été missionné. Mais vous ne pouvez pas imposer votre vision comme étant une réalité. Rappelez-vous que ce que vous percevez est une interprétation, ce n'est pas une vérité absolue. Et la personne que vous accompagnez a parfaitement le droit de ne pas être d'accord avec vous sans qu'elle soit considérée comme une personne complètement abrutie et dénigrée. Un accompagnement sain ne cherche pas à faire taire l'ego. Il crée tout simplement un espace où l'âme fait un choix souverain. Et parfois, le plus grand acte d'humilité, c'est tout simplement de dire je ne suis pas la personne qui est là pour pouvoir t'accompagner, je ne suis pas la bonne personne pour toi. J'invite à consulter un médecin, un psychologue, un psychiatre, quelqu'un qui a les diplômes et qui a l'encadrement suffisant. Parce que ma compétence est limitée, aussi grande soit-elle. Petit mot également aux clients, attention aux signaux d'alerte. Une pression au moment de la signature. On vous dit que c'est votre dernière chance d'y arriver et de vous en sortir. Vous avez l'impression que si vous refusez, vous allez complètement rater votre vie. Vous ressentez de la peur ou de la honte à l'idée de ne pas vous engager. Vous n'osez plus poser de questions parce qu'on a peur. Vous avez tout simplement peur qu'on vienne vous dire « vous n'êtes pas prêt ». Alors ce n'est pas une alerte rouge, c'est une alerte de vigilance qui est personnelle et qui veut sûrement dire que vous n'êtes pas aligné à ce moment-là, que ce n'est pas votre choix souverain et du coup qu'il n'est pas éclairé à ce moment-là. Bref, que ce n'est pas un grand oui et que vous avez peut-être encore un chemin à faire pour pouvoir savoir si vous avez vraiment envie de suivre ce thérapeute-là, cette voie-là. Parce qu'un accompagnement sain, il t'arrache pas à toi-même, il te ramène à ton pouvoir intérieur. Et certes, un bon accompagnement repose sur l'éthique du professionnel, mais également sur votre capacité de discernement. Et ça demande une vigilance active qui est de votre responsabilité. Oui, vous avez le droit de poser des questions, de demander des clarifications et de vous renseigner avant de vous engager.
Vous avez également la responsabilité de distinguer une croyance personnelle d'une vérité universelle, une promesse inspirante d'une obligation juridique, un investissement intérieur d'un achat d'une solution magique. Parce que si le droit protège les abus, eh bien, il n'empêche pas un discernement. Plutôt, il ne le remplace pas. Et c'est pas le doute qui est dangereux, c'est l'abdication totale de bon sens. En conclusion, on peut vous dire que coaching, soins énergétiques, soins spirituels, guidance, etc. Oui, ces outils peuvent éveiller, libérer, accompagner à la guérison, parce que rappelez-vous que le médecin est votre première option. Mais lorsqu'il s'appuie sur la confusion des rôles, le brouillage des récits, la manipulation, des manœuvres frauduleuses, ils peuvent davantage vous affaiblir, vous informer et vous faire taire. Alors si tu accompagnes, clarifie ton cadre. Tu questionnes, sois respectueux. Tu guides, rappelle-toi que c'est l'autre qui choisit sa route. En tout cas, à partir du moment où ça vous fait du bien et que vous l'avez vraiment choisi, que c'est ok pour vous, eh bien, c'est que vous avez déjà la solution. Et si vous vous posez des questions, vous questionnez, vous avez honte, vous vous taisez, vous avez aussi la réponse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, je vais vous inviter à la liker, à la commenter, à la partager. Si vous avez des questions, eh bien, je vous invite à prendre rendez-vous, soit pour un appel diagnostic, soit pour une consultation. Je serai ravie de vous répondre. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite. Au revoir.